Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Quoi de plus normal d'avoir envie d'aider quelqu'un qui souffre, d'autant plus si cette personne a un certain charme. Mais pourquoi sommes-nous parfois si aptes à nous sacrifier, à être prêts à tout pour sauver l'autre? D'autant plus si cette personne ne nous a rien demandé. C'est avec Hélène Vecchiali qui nous revient avec ce très chouette livre, La tragédie des sauveurs. Et oui, c'est parfois une tragédie parce qu'une histoire d'amour qui commence par un sauvetage aura du mal à s'installer sur la durée tant les deux partenaires ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Alors pourquoi avons-nous tant envie de sauver l'autre? Ne serait-ce pas un fort besoin d'être aimé? C'est en tout cas l'hypothèse que nous fait Hélène Vecchiali et elle va nous expliquer dans un instant pourquoi elle émet cette hypothèse. Alors si vous vous posez un peu trop en sauveur ou en sauveuse, parce que les femmes aussi sont très douées pour ça, eh bien vous nous appelez au 0826 300 300. Et si vous en avez marre de sauver l'autre, peut-être que c'est plus que maintenant qu'il faut nous appeler à ce numéro. Hélène Vecchiali, bonjour. Bonjour Brigitte. La tragédie des sauveurs, c'est aux éditions Marabout. Alors ce sous-titre peut interpeller, le besoin ardent d'être aimé. Oui, je fais cette hypothèse que même si ces sauveurs et sauveuses sont des belles personnes, généreuses, capables d'abnégation et de sacrifice, eh bien, inconsciemment, il y a le désir ardent d'être aimé, d'être en retour aimé. Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on obtient de la gratitude, de la reconnaissance, de l'admiration, mais jamais, jamais, jamais d'amour. Mmh. Oui, finalement, c'est vrai quand on en a parlé, Hélène Vecchiali, de ce livre avant qu'il sorte, ça m'avait presque un petit peu choqué. Non, on sauve pas l'autre pour être aimé. Et finalement, en réfléchissant, je me suis dit oui, quand on sauve quelqu'un, comme il a besoin de nous, on a l'impression que il va pas nous abandonner. Et quelque part, c'est ça aussi, cet ardent besoin d'être aimé, c'est de ne jamais être abandonné au fond. Oui, voilà, c'est une façon déguisée, et je le répète encore, très généreuse, mais c'est une façon de harponner l'autre. D'ailleurs, le cycle, il est, on repère une personne qui est en difficulté, on y va, même si elle n'a pas demandé, on impose son aide, on va la soutenir, et là, il y a cette phase de harponnage. Après, il y a une espèce de lune de miel où le sauvé est enfin la tête hors de l'eau et en continu avec beaucoup de soins de la part du sauveur. Et puis, au bout d'un moment, quand le sauvé va mieux, ce duo se transforme en duel parce que le sauvé veut voler de ses propres ailes. Et puis le sauveur, comme c'est son identité de sauveur, si son sauvé s'en va, ou va trop bien, comment on va faire? Donc, et là, ça se termine. Ou alors il faut prendre quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, mais qui n'est absolument pas sauvable. Voilà. Un sauvé qui est sauvé à vie. Donc c'est ça qui est compliqué. Mais ce qui est amusant, c'est que depuis que le livre est sorti, il vient juste de sortir, j'ai des remarques de mon entourage ou d'amis, etc. Et quand on me dit alors qu'est-ce que c'est ton dernier livre, je dis La tragédie des sauveurs, 100% des personnes me disent mais c'est tout à fait moi ça. Donc je suis assez étonnée parce que Vous pensez qu'on a tous une âme de sauveur? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Enfin, moi je me disais, ou alors vous êtes entouré de gens remarquablement généreux. Peut-être, mais enfin. Et donc ça touche vraiment beaucoup de monde. Mais si vous voulez en savoir plus, savoir si vous êtes sauveur compulsif ou sauveur sain, il y a un quiz. Oui. Il y a un quiz à l'intérieur. J'ai fait le quiz, ça m'a rassuré, ça va. Je suis sortie de ce désir ardent d'être sauvé, d'être aimé, pardon, et sauvé d'ailleurs. Mais vous dites une chose que je trouve très intéressante et qui éclairera certainement tous ceux qui nous écoutent. Vous dites finalement, on veut réparer l'autre parce qu'on veut se réparer soi-même. Voilà. C'est toujours la même histoire. On donne à l'autre ce qu'on aimerait recevoir. Oui, complètement. Et ce livre est là pour sauver les sauveurs, en quelque sorte. Mais vous avez raison. Et d'ailleurs, là, je parle de la tragédie des sauveurs. J'en dénombre à peu près un peu plus d'une dizaine. La toute première tragédie, c'est que le sauveur sait sauver.
Oui. Et ça, c'est une tragédie, parce que pourquoi il s'est sauvé? C'est parce qu'il est un expert du sauvetage, il a commencé très tôt. Et souvent, les sauveurs ont eu, alors peut-être pas forcément des parents dépressifs ou alcooliques, ou un frère handicapé, une sœur qui se drogue, quoique, mais ont souvent ressenti le fait qu'il fallait soutenir ses parents, soutenir sa fratrie. Et les sauveurs sont très très souvent des ex-enfants qui ont été parentifiés, qui ont pris en charge des choses qu'ils n'auraient pas dû prendre en charge si tôt. Oui, l'un ou l'autre de leurs parents. Mais au fond, avoir envie de sauver, enfin je veux dire, le côté sauveur saint, ça c'est plutôt une qualité. On voit une vieille dame qui a du mal à traverser, on l'aide à traverser. Enfin ça c'est, je dirais, ça, c'est le sauveur saint. Le sauveur qui est pas saint, il l'a fait traverser même si elle n'a pas envie, quoi. Oui, c'est ça, il l'oblige. C'est les premières phrases de mon livre où je raconte cette histoire des 2 scouts qui arrivent en retard à leur réunion de scouts, et ils sont ébouriffés, griffés, etc. Et le chef scout dit: mais qu'est-ce qui vous arrive? Il dit: on a fait une BA. Oui, mais quand même. Mais c'est qu'on a aidé une vieille dame à traverser. C'est super d'avoir fait cette BA, mais pourquoi vous êtes griffés, échevelés, les habits déchirés? C'est qu'elle voulait pas. Oui, et c'est là où il faut peut-être bien comprendre que parce qu'on va surtout évidemment parler de ça dans cette émission, il faut bien comprendre que lorsqu'on démarre une relation amoureuse, si vraiment on sent qu'on va sauver l'autre, attention, parce qu'on part sur des bases qui peuvent très vite se retourner contre nous. Oui, parce que c'est irréversible. C'est la fameuse métaphore de l'ambulancier qui conduit son ambulance. On n'a jamais vu un ambulancier à un moment se tourner vers le patient et puis dire: moi j'en ai marre de conduire, prends le volant. C'est-à-dire qu'à partir d'une relation, à partir du moment où une relation commence sur le modèle sauveur-sauvé, on peut plus revenir en arrière. Les rôles sont distribués, la règle du jeu est établie et on peut plus la changer. Donc ça, c'est terrible parce que c'est terminé. On reste dans cette position-là. Est-ce que les femmes, naturellement, ont plus tendance à être sauveurs de par leur, j'allais dire, leur soumission légendaire Oui, sans doute, parce que depuis qu'on est petit, on nous met dans le rôle de l'infirmière ou s'il y a des amis. Moi je me souviens, quand j'ai été petite, j'avais un frère et une sœur, quand des gens venaient à la maison avec des enfants, on me disait tout de suite: Hélène va s'en occuper. Jamais mes parents ont dit: Jean-François va s'en occuper. Ça n'aurait même pas effleuré. Alors il aurait fait ça très bien en plus. Et donc on est tout de suite dans cette configuration-là. Mais ceci étant, il y a beaucoup d'hommes qui voient des femmes qui sont en difficulté et qui ont envie d'être des super-héros et de venir les sauver. Donc, Et alors justement, est-ce qu'on sauve différemment en tant qu'homme, en tant que femme, ou faut pas tomber dans ces stéréotypes? Je crois pas. Non, je crois qu'on sauve de la même façon. C'est-à-dire que les sauveurs ont cette capacité à repérer tout ce qu'ils pourraient faire pour que ça aille mieux, à savoir apporter les bons soins. Et c'est en cela où c'est compliqué, parce que il se sacrifie tellement, il est tellement à l'écoute de l'autre qu'il va apporter vraiment plein de bonnes choses. Et le sauveur sauve. Alors peut-être pas définitivement, peut-être pas totalement, mais il sauve. C'est-à-dire que pendant un moment, c'est la maman qui nourrit de façon continue, quoi. Et évidemment, Hélène Vecchiali, il y a des métiers de sauveurs dont on pourra peut-être parler tout au long de ces 2 heures. Il y a des métiers qui sont des métiers de sauveurs. Peut-être pas assez la politique, parce que peut-être que la France a besoin d'être sauvée. Oui, je crois, oui. Mais ça, c'est un autre débat. C'est pas pour nous, ce serait plutôt pour Berkoff ou une autre émission sur Sud Radio. Bon, en tout cas, nous, on va parler des sauveurs en amour, et dans un instant, c'est Victoire qui prend la parole sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci pour la qualité des émissions que vous proposez, la qualité de vos intervenants ici et des témoignages. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Hélène Vecchiali est avec nous. Nous parlons des sauveurs à l'occasion de la sortie de ce livre, La tragédie des sauveurs, aux éditions Marabout. Et on commence avec Victoire. Bonjour Victoire. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Victoire. Alors je vais vous raconter mon histoire qui s'est passée il y a un petit moment maintenant. J'ai rencontré un homme marié il y a très longtemps
Et en fait, j'ai tout de suite été frappée par une sorte de... Il avait l'air très malheureux quelque part en lui. Il était très souriant, mais il avait une espèce de... Il ressortait quelque chose de blessé, enfin, une espèce de blessure chez lui. C'est ce qui m'a tout de suite attirée et tout de suite fait que je suis rentrée en relation avec lui. Un petit peu plus tard, il a quitté sa femme et puis on s'est côtoyé davantage et je me suis installée avec lui. Et j'ai toujours été attirée par ce côté un petit peu enfant blessé, un peu malheureux et moi j'étais tout l'inverse, j'étais assez solaire, très rayonnante, très drôle, enfin j'aimais beaucoup la vie, donc à chaque fois que j'étais avec lui, j'étais toujours assez exaltée et lui je voyais que du coup il changeait, qu'il était content, qu'il était plus heureux et je me suis dit cool parce que en fait ce que je suis ça le change complètement et donc on est rentré dans cette relation pendant un moment, mais au fur et à mesure du temps j'ai vu que son aspect de fond reprenait le dessus et qu'il avait des côtés un peu sombres, un peu morbides parfois, un peu extrêmement désespéré, je trouvais. Et je me suis tout de suite sentie un peu responsable de ça, un petit peu coupable. Et je renchérissais sur mon attitude. Alors j'étais encore plus solaire, encore plus moteur d'innovation, de une magnifique sauveuse. Exactement, vraiment il remontait un petit peu la pente, etc. Et puis moi aussi j'ai eu des coups durs où du coup c'est moi qui aurais bien eu besoin de ce petit rayon de soleil. Et là du coup j'ai plus eu personne, c'est-à-dire qu'il était plus du tout proche de moi et plus du tout soutenant. J'étais hyper surprise, je me suis retrouvée seule. Avec mes problèmes, même en étant avec lui, et lui il était toujours égal à lui-même, en restant davantage sombre, et il m'a fallu énormément de temps pour me rendre compte que en fait c'était pas à cause de moi et que je n'y pouvais rien et que c'était quelque chose qui lui appartenait, dont j'ignorais complètement ce que c'était. Exactement, j'ai jamais su l'origine. Et puis que malheureusement j'arrivais pas à admettre que j'arrivais à rien quoi. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dedans en étant sûre de moi de pouvoir faire quelque chose. À la fin du parcours, je me suis retrouvée après plus de 15 ans ensemble, épuisée, vidée. Et c'est les autres autour de moi qui m'ont dit que j'avais beaucoup changé, que j'étais plus terne, que j'étais moins drôle, que j'étais beaucoup plus sérieuse, que j'étais plus... Oui. Il vous a vampirisé votre énergie d'une certaine manière. Ce qui est intéressant dans le témoignage de Victoire, c'est qu'on voit qu'elle veut absolument sauver l'autre et il lui faut du temps pour se rendre compte qu'il n'est pas sauvable, quoi. Oui, mais à sa décharge, justement, elle a réussi quand même à des petits moments de sauvetage. C'est-à-dire que vous avez réussi, Victoire, grâce à justement votre côté solaire, votre goût de la vie, du bonheur, etc., à mettre un petit peu de baume sur sa blessure. Le problème, c'est qu'il fallait crever l'abcès et curer la plaie. Donc, et ça, vous pouviez pas le faire. Mais vous avez raison. Au début, vous avez certainement réussi à lui offrir des petits moments de joie, des petits moments de bonheur, en vous disant bon, ça marche. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, les sauveuses et les sauveurs arrivent à sauver, mais ça a une limite. Et si le sauvé ou la sauvée ne se prend pas en main et essaye pas de guérir soi-même sa blessure, le sauveur peut plus rien, quoi, au bout d'un moment. Oui, et puis ce qui est terrible, c'est que vous l'avez dit, vous étiez le pilier, et à un moment donné, quand on essaye de pouvoir s'appuyer sur l'autre, c'est pas possible puisque vous êtes le pilier. Donc, et à la limite, moi, ce que j'entends quand même, Victoire, c'est que il vous a un peu tiré vers le bas à force. Oui, à la fin, j'étais plus qu'une épave quelque part, et c'est surtout que moi je m'en suis beaucoup voulu parce que je me suis demandé pourquoi tout ce temps, pourquoi cet acharnement à vouloir quelque chose de l'autre. En fait, j'ai toujours pas bien répondu à cette question. Pourquoi tant de temps, tant de volonté, tant de... Pourquoi? Et j'ai une ébauche de réponse, mais... Mon ébauche de réponse, c'était de me dire que quelque part, c'était une façon du coup de m'éloigner de moi.
Très certainement. Et puis, est-ce que vous avez réfléchi un petit peu dans votre enfance? Est-ce que vous avez eu ce rôle-là, peu ou prou, à bas bruit ou à fort bruit? Est-ce que vous avez été amené de temps en temps à soutenir votre père, à soutenir votre mère, ou vos frères, ou vos sœurs, ou à les aider, ou à être le rayon de soleil de la famille? Oui, c'est vrai que vis-à-vis de mon père, c'était toujours de très mauvaise humeur. J'étais toujours en train de faire le clown pour lui donner le sourire. Voilà. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. J'y suis arrivée à rien, parce qu'il était, je pense, pathologiquement malade. Mais comme vous n'êtes arrivé à rien avec cet homme, donc voyez bien qu'il faut aussi à un moment donné accepter sa part d'échec. C'est-à-dire que vous vous êtes peut-être obstiné parce que c'était compliqué de reconnaître que vous ne pouviez pas sauver votre père, mais vous ne pouviez pas sauver cet homme non plus. Oui, et c'est, dans un des chapitres de mon livre, j'ai décliné les différentes sortes d'enfants parentifiés. Et l'enfant thérapeute, l'enfant symptôme, l'enfant paratonnerre, etc. Et il y a un enfant que j'ai appelé l'enfant soleil, c'est-à-dire ça a l'air, il n'y a que vous qui pourriez le dire, mais ça a l'air de vous ressembler, Victoire, c'est-à-dire ces enfants qui vont se rendre compte qu'il y a l'un des parents ou les deux avec un côté un peu dépressif et qui vont tout faire pour vraiment mettre un peu de soleil dans leur vie. Et même si vous vous êtes rendu compte que ça n'avait pas fonctionné, peut-être inconsciemment vous vous êtes dit mais j'en avais pas fait assez. Peut-être j'aurais dû en faire plus. Et c'est ce compagnon-là qui a bénéficié du plus, mais on voit bien, et vous le dites très justement, qu'en se comportant comme ça, on s'oublie soi, quoi. C'est-à-dire qu'on est tellement dans la volonté de réparer l'autre qu'on s'oublie, qu'on se sacrifie et qu'on est dans ce qu'on appelle le faux self, c'est-à-dire un faux soi-même. On joue un rôle pour à tout prix vouloir égayer l'autre et récolter peut-être un peu d'amour. Tout à fait, mais en fait, je me retrouve à avoir beaucoup de peine pour moi, du coup, parce que au final, moi, j'ai été assez seule finalement. Oui. On est complètement seul. Complètement, ouais. Mais le fait de vous en rendre compte, faire le constat à la fin. Bien sûr c'est dur, mais c'est énorme. Vous vous rendez compte d'avoir cette lucidité-là, ça veut dire que plus jamais vous ferez ça et que vous allez vous occuper de vous. Maintenant, et oui, vous pouvez pas l'avoir vu et faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Et puis ça vous éclaire. C'est ma hantise, hein. Non, pour la prochaine relation, c'est un peu ma hantise quand même. Non, je crois pas, Victoire. Hélène a raison. Vous avez pris conscience, et vous avez pris conscience aussi, grâce à ce que vous a dit Hélène, que c'est à cause de ce père qui avait besoin que vous fassiez le clown, et donc vous allez avancer sur votre relation à votre père, et vous allez grandir. Et parce que plus on comprend son enfance, plus on devient adulte. Oui. C'est très juste. Donc vous allez faire un grand pas vers vous-même. Oui, et je me dis du coup, ce type de personnes, en fait, c'est, je ne sais pas s'ils sont dans une démarche de vouloir en effet être sauvés. Peut-être qu'ils peuvent l'être s'ils le souhaitent vraiment, s'il y a vraiment une démarche de leur part, parce que s'ils n'ont pas conscience vraiment de ça, alors ils ne font que puiser chez l'autre quelque chose pour les maintenir à flot. Oui, exactement. Il aurait pu aller voir un thérapeute, cet homme, depuis 15 ans. Donc vous voyez bien que quelque part, et puis tant que vous êtes là, que vous servez de béquille, pourquoi il irait se voir quelqu'un, Oui. Vous comprenez ? On peut être sauvé que par soi-même. Et le sauveur fait juste un moment, un peu un pansement illusoire, mais un pansement efficace pendant un temps. C'est un très bon médicament, mais ça ne guérit pas la maladie. Oui, c'est sûr. Merci Victoire, en tout cas. Merci Victoire. Allez, on fait une petite pause, et oui, les hommes aussi sont sauveurs, et c'est Pascal qui va témoigner dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Hélène Vecchiali est avec nous. Si vous avez envie de savoir si vous êtes sauveur dans votre relation, c'est peut-être le moment de nous appeler au 0826 300 300 ou d'acheter ce livre, La tragédie des sauveurs, aux éditions Marabout. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Hélène Vecchiali, bonjour Brigitte Lahaie, bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Alors, vous aussi, vous avez eu envie d'aider une femme ?
Oui, voilà, mon histoire en fait c'est depuis ma petite enfance. J'ai grandi dans un quartier un peu difficile, donc j'ai été très vite confronté, en relation avec des gens en difficulté. Et je me suis toujours assis derrière le dernier de la classe d'ailleurs. Et puis voilà, un peu, ça m'a donné envie, de me sentir utile et d'aider, de sauver. Donc j'ai eu une relation effectivement avec une femme pendant 14 ans qui était pas bien du tout, qui prenait du Gaviscon, reflux gastro-œsophagien, stress, insomnie. Et puis ça a duré pas mal de temps. Je l'ai soutenue, j'étais là parce que je l'aimais d'abord. Et puis c'est vrai que je dis pas que je l'ai sauvée, parce que ce serait un peu prétentieux. Je l'ai accompagnée. Voilà, je l'ai accompagnée. Le jour où elle a plus besoin de moi, par contre, elle a disparu sans raison. Voilà. Le jour où elle a résolu, où elle a plus besoin du sauveur. Et c'est là que je me suis rendu compte, que je m'étais mis à la place du sauveur, quoi. Oui. Vous aviez été utilisé, quoi. Alors peut-être j'en regrette pas, peut-être inconsciemment, mais oui, chacun a trouvé son compte. Bon, je dis pas que moi j'en ai pas retiré des bénéfices secondaires et que j'ai pas. Oui. Voilà. Mais quand elle est partie comme ça du jour au lendemain, vous vous êtes senti trahi? Il y a eu un moment comme ça où ça a été un peu. J'étais tellement malheureux que j'ai pas intellectualisé, j'ai pas cherché à comprendre. C'est après, avec le recul, ça fait déjà 5 ans que ça s'est arrêté, que j'analyse. Alors après, si vous voulez, le syndrome du sauveur, j'en ai fait mon métier. Moi, je suis dans l'accompagnement social. Je suis éducateur spécialisé, donc du coup, j'ai canalisé un peu ma pulsion d'aide. J'ai fait une formation qui m'a permis de comprendre et de trouver des techniques pour être ni devant ni derrière, mais à côté. Ah, très bien. Pas tirer ni pousser, mais accompagner et puis disparaître. Mais ça s'apprend, c'est 3 ans de formation, quoi. Oui. Et dans la vraie vie, c'est vrai qu'on a tendance à ramener du boulot à la maison, quoi, quand on fait ce genre de travail. Et je vois avec certains collègues aussi qui ont le même problème que moi, des collègues femmes avec qui on a finalement discuté de notre vie perso. Ce qui se fait pas trop dans le travail, des fois on cloisonne, le boulot, machin. Et effectivement, en discutant, on s'est dit, tiens, voilà, ça y est, on a fait des vertus, quoi. La question que j'ai envie de vous poser, Pascal, et qu'on aurait pu poser à Victoire et peut-être à d'autres qui vont appeler, est-ce qu'au fond, vous seriez bien avec quelqu'un qui va très très bien? Je sais pas. Parce que non mais excusez-moi, je vous la pose parce que c'est la question que je me pose aussi. Ouais. Au fond, quand on a besoin de sauver, ça traduit quand même quelque chose de nous. Et finalement, si on est avec quelqu'un qui n'a absolument pas besoin de nous, on doit se sentir pas si bien que ça. Enfin, sauf Hélène. Sauf si justement on a fait ce travail, c'est-à-dire qu'on a lu mon livre, on a tout compris, qu'on y a réfléchi, qu'on s'est rendu compte que ça venait de l'enfance et que finalement on se défroque, c'est-à-dire qu'on enlève l'uniforme de super-héros ou super-héroïne et on devient soi-même, et à partir de là on a envie d'avoir des liens avec des gens qui sont plus des victimes et qui sont plus des gens à sauver. Après, dans un couple, par exemple, c'est vrai qu'il peut arriver quelque chose et on va soutenir l'autre et vice-versa. Mais on n'est plus dans cette logique du dominant et du dominé, du sauveur et du sauvé, une logique descendante qui fait que c'est fini, quoi. Les dés sont jetés et on peut pas revenir en arrière. Mais peut-être que la bonne réponse à ma question, Pascal, c'est ces gens-là n'existent pas. Des gens qui n'ont jamais besoin d'aide, ça n'existe pas. On a tous nos moments. Oui, moi, il me semble que. Si c'est ponctuel, oui, mais il y a des gens pour qui c'est une identité. Oui, bien sûr. La victime, c'est une identité qui est assez fréquente. On est bien d'accord. Cela dit, Pascal, c'est plus facile de trouver quelqu'un qui a besoin d'être sauvé que quelqu'un qui va bien. Hein. C'est peut-être ça la réponse. Ça me dérange pas qu'on me bichonne et qu'on s'occupe de moi et qu'on m'écoute et qu'on prenne soin de moi. Hein. Moi, je suis partant. Hein. Y a pas de problème là-dessus. Hein. Je demande que ça. Hein. Mais c'est vrai que j'ai accompagné ma maman en fin de vie, du coup, après, en suivant. Après cette rupture, donc ça a duré 18 ans d'hôpital, plus les 4 dernières années qui ont été particulièrement éprouvantes. Donc là aussi, sauveur, pas sauveur, je sais pas, mais en tout cas, j'ai rempli ma mission, j'ai donné de ma personne, et puis je regrette pas, quoi, parce que ça rend heureux quand même. Oui, bien sûr, hein, c'est pendant cette étape-là, d'abord on peut s'oublier facilement parce que ce qu'il y a à faire est énorme, hein.
Et là, on se pose pas de questions, on est entièrement dévoué à l'autre et on y va. Mais il y a quelque chose qui est quand même important, c'est qu'il y a des gens qui sont sauveurs et qui n'ont pas du tout envie de faire autre chose de leur vie. C'est-à-dire des sauveurs, je parle pas dans leur métier, mais dans leur quotidien. Je raconte l'histoire dans mon livre de la mère d'un ami qui a passé son temps, dès qu'elle a été mariée, à recevoir chez elle les grands-pères, les grands-mères, les oncles, les tantes, les cousins, les neveux, enfin. Et le jour où elle s'est retrouvée à la retraite, le mari décédé, un environnement où tout le monde était parti, son fils s'est dit, mais c'est génial, je vais pouvoir l'emmener en vacances, lui changer la vie, enfin, elle va pouvoir profiter. Et quand il l'a invitée, comme elle habite dans le sud et lui à Paris, elle a dit, non, je peux pas, j'ai mes chats. Il a dit, mais t'as pas de chat? Ah ben si, ça faisait un moment qu'elle avait réussi à récupérer 5 chats, et donc elle continuait sa vie en sauvant des chats, et elle n'avait pas du tout envie de faire autre chose. Elle aurait pu tomber malade aussi, ça aurait été encore pire. Oui, mais là, c'était je continue à sauver. S'accrocher au chat, c'est peut-être une manière de pas lâcher. Mais de se sentir utile, de rester sauveuse. De rester sauveuse. Je comprends. Moi, je trouve que dans ce que vous racontez, c'est aussi ce besoin de se sentir utile à tout prix, quoi. Et ça donne un sens à l'existence, parce que sinon, on est vide. Et je crois qu'il y a aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que finalement, cette sensation d'être utile à quelque chose ou à quelqu'un, c'est une bonne manière d'exister. Oui, de donner un sens à sa vie. Puis d'avoir une identité. Oui, puis même le jour du grand départ aussi, qu'est-ce qui se passe? On repasse en revue, qu'est-ce qu'on a fait dans cette vie? Voilà, c'est remplir sa vie de manière utile, ça aide à mieux partir après par la suite. Voilà, je pense à l'accompagnement, j'ai entendu parler de techniques d'accompagnement. Alors oui, qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? Est-ce qu'elle a été bien remplie? Faire le bilan, et à ce moment du bilan, est-ce que ça aide pas un peu à se dire, je m'en vais, mais j'ai fait ma part. Oui. Oui, de toute façon, c'est très très marqué dans cette culture judéo-chrétienne, d'aider son prochain. C'est quelque chose de très. Donc on est quand même aussi nourri de ça depuis très longtemps. Oui, en sachant qu'il y a une différence entre sauveur compulsif et aidant saint. Voilà. Et là, toute la différence. La différence entre imposer et proposer. Entre soutenir et tirer à bout de bras, tout ça mérite des nuances. Tout à fait. C'est tout le propos de la formation. Ouais, c'est vrai que dans cette formation de 3 ans d'éducateur, on a appris tout ça. Enfin, on a abordé toutes ces questions, bien sûr. Et ça m'a aidé à décrypter un peu tout ce que j'avais fait. C'est un peu sur le retour sur l'analyse des pratiques, quoi. C'est ce que ça a mis des noms sur des choses que j'avais dit ça, bien sûr. Ben oui. Souvent, je me disais ça, c'était bien sûr, quoi. Oui. Eh bien, merci Pascal de votre témoignage. Merci beaucoup. On retrouve Jean qui va répondre à 3 questions intimes. Vous pourrez en poser une après à Hélène Vecchiali. Alors, première question, Jean, vous préférez être le sauveur ou le sauvé? Moi, le sauveur. Oui, oui. Et oui, on nous préfère parce que ça veut dire qu'on va bien, qu'on est le héros de l'histoire. C'est ça? Oui. Bon. Deuxième question. Quelle note vous donnez à votre libido en ce moment? Sur 10, je vais dire 9,75. Ah ça va. En plus, le printemps arrive, vous allez atteindre 10 sans trop de difficultés, me semble-t-il, Jean. Oui. Bon, avec une libido, avec une note pareille, j'ai pas de mal à imaginer que vous êtes plutôt sauveur. Parce qu'en général, le sauvé, il a plutôt une libido un peu basse. Oui, c'est vrai. Donc je vous crois dans votre première réponse. Et dernière question, là, comme ça, quel serait votre plus beau souvenir amoureux? Alors, mon plus beau souvenir amoureux... voyage en train avec mon épouse, voilà, et qu'on s'est retrouvé dans une cabine seule, voilà. Et alors? C'est un bon souvenir. Et alors? Non, je n'en demande pas plus. Je n'en demande pas plus. Ça va. On a compris, je crois. Je crois qu'on a compris. Bien. Et vous pouvez poser une question à Hélène Vecchiali. Elle vous écoute.
justement, quand on est sauveur, on est obligé, entre guillemets, de quitter pour une raison de distance la personne qu'on a sauvée, on va dire. Oui. Est-ce que le fait qu'on puisse plus la voir, en fait, on se pose toujours la question si ça en sort, et en fait, comment on peut sortir de cette situation mentalement, en fait. Je pense que déjà de vous questionner sur pourquoi je suis un sauveur compulsif et obsédé par l'idée d'avoir réussi à sauver, c'est-à-dire est-ce que dans mon enfance il y a quelque chose qui m'a rendu apte et qui m'a donné cette propension à sauver. Donc déjà en comprenant pourquoi vous avez ce rôle-là, ça va vous permettre de mettre à distance et de prendre un peu de recul. Et puis ensuite, aujourd'hui, je pense qu'il y a suffisamment de moyens de communication entre téléphone, SMS, mail, visio, Teams, Zoom, etc., pour vous permettre de savoir comment va la personne. Oui, d'accord. C'est bon. Mais vous avez peur qu'elle s'écroule parce que vous n'êtes plus là ? Non, qu'elle rechute, on va dire. Oui, d'accord. Alors peut-être c'est lui poser la question, mais si vous lui posez la question, il faut que vous soyez préparé à est-ce que si elle va pas, je reprends ma cape de super-héros sauveur, ou est-ce que je lui donne le conseil d'aller se faire aider par un spécialiste pour qu'il prenne la relève. Oui, mais en fait, la réponse est même si elle va pas, je peux pas, parce qu'elle est à distance. Oui, mais par téléphone, voilà. On peut faire plein de choses. Hein. Oui, d'accord. Oui, et puis vous pouvez lui donner des pistes où elle pourrait appeler à l'aide si vraiment elle va pas bien. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus. Vous n'êtes pas la seule personne. C'est pas mon rôle, oui. Vous voyez, non, c'est pas votre rôle justement. Si vraiment vous pensez que vous êtes indispensable quand elle va pas bien, c'est que justement vous êtes vraiment dans la relation sauveur-sauvé qui est un petit peu trop forte là. D'accord. Enfin, il me semble, Hélène Becali, quand on est le seul à pouvoir aider l'autre, c'est qu'on a vraiment instauré... je suis pas... Non, je pense que ce qui me paraît important, c'est qu'il me semble entendre votre doute et votre tristesse peut-être de plus aider autant cette personne. Et je crois que la priorité, c'est que vous devriez vous questionner sur mais qu'est-ce qui fait que j'ai ce goût extrême de sauver l'autre. Je vous dis ça parce que sinon vous allez rencontrer d'autres personnes sur votre route que vous allez prendre en charge comme ça complètement et de façon aussi intense, et au bout d'un moment ça va être lourd pour vous peut-être. Voilà la réponse de... Oui, je vous en prie Jean, allez-y. Oui, non, en fait c'est mon côté empathique qui fait ça en fait. Je sens la douleur des gens et... C'est plus de la compassion, c'est-à-dire compassion en latin c'est cum patire, c'est souffrir avec, c'est-à-dire vous souffrez avec la personne. Vous avez pas de recul et c'est pas un reproche, c'est que vous êtes une belle personne qui avait beaucoup d'intuition et d'écoute. Mais peut-être que si vous souffrez avec l'autre et que vous voulez à tout prix l'aider, le sortir de là, il y a un côté un peu excessif qui peut vous être préjudiciable. Voilà donc la réponse de Hélène Becali, Jean. Et puis si vous partez en voyage, profitez-en, achetez La Tragédie des Sauveurs aux éditions Marabout, ça vous éclairera encore un peu plus. Allez, on fait une petite pause, c'est vous qui pouvez témoigner au 0826 300 300. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu trop sauveur ? N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie d'avoir la réponse d'Hélène Becali. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Hélène Becali aujourd'hui, psychanalyste, auteure de nombreux ouvrages, et le dernier vient de sortir, La Tragédie des Sauveurs, ou Le besoin ardent d'être aimé aux éditions Marabout. Ce qui laisse à penser évidemment que lorsqu'on est sauveur, on recherche quelque chose. C'est pas totalement gratuit, et c'est peut-être ça aussi qu'il faut qu'on entende. C'est
C'est pas aussi beau comme geste qu'on pourrait l'imaginer. Si, c'est beau, c'est fait de plein de générosité, de bienveillance, de capacité, d'écoute et voilà, d'attention. Et c'est souvent très inconscient, mais effectivement, vous avez raison, le but c'est que l'autre vous aime. Et puis qui vous lâche plus, quoi, qu'on soit dans de. En fait, c'est une situation de codépendance. Hein. Le sauveur et le sauvé sont dépendants l'un de l'autre, mais le plus dépendant des deux n'est pas celui qu'on croit, quoi. C'est souvent le sauveur, qui a le plus besoin de l'autre parce que ça le nourrit, parce que ça comble un vide, parce que ça le répare. Il a l'impression qu'en réparant l'autre, il se répare lui-même. Et ça le met dans. Et peut-être aussi qu'il aura le sentiment de ne pas être abandonné puisqu'on a besoin de lui. Oui, voilà, c'est cette codépendance dont je parle. Donc je vais pas être abandonné, Mais il y a aussi, bien sûr, mon livre parle surtout des différentes tragédies du sauveur. Hein, je le disais, il y en a à peu près un peu plus d'une dizaine. Mais le sauvé aussi vit des tragédies. Alors dans un premier temps, non. Hein, pour lui, c'est une lune de miel. Il y a une super maman qui lui donne en continu un biberon avec du lait délicieux et constant. Mais sans doute la première tragédie du sauvé, c'est qu'il a contracté une dette abyssale. C'est-à-dire qu'il est englouti par la dette vis-à-vis du sauveur. Parce que le sauveur lui sauve la vie quand même. Et souvent, ça va peut-être le sauver d'un suicide, ou sauver d'une dépression, ou sauver d'un moment compliqué. Et à partir de là, le sauvé sait qu'il ne pourra jamais rembourser cette dette. Il ne pourra pas rembourser l'intensité de ce que l'autre lui a donné. Et donc, c'est un sentiment de culpabilité qui est assez grand. Et ça va être compliqué pour lui. Je donne une anecdote dans mon livre d'un humoriste qui racontait que sa mère régulièrement emportait chez des voisins qui étaient assez pauvres, venait leur donner des petites choses à manger, enfin essayer vraiment de les aider. Et de temps en temps, elle disait à son fils, va demander aux voisins, elle va leur demander du sel. Et le fils disait, mais pourquoi je vais demander du sel, on en a à la maison. Et il faut leur rendre leur dignité. Oui, c'est joli et c'est tellement juste. Voilà. Et Bien donc, sûr. je pense que ce qui est important de savoir, c'est que le sauvé, quand il commence à aller un petit peu mieux, réalise qu'il a l'impression d'avoir perdu sa dignité dans cette histoire. L'autre l'a vu dans un état de déchéance important et il se sent dans une dette qui l'engloutit complètement. Et c'est pour ça que parfois il peut partir justement pour ne plus être face à quelqu'un qu'il a vu dans cet état-là. Et c'est comme ça que le sauveur peut être quitté de manière un peu brutale. Elisa, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Lisa. Excusez-moi, j'ai la voix un peu prise parce que ce que vous venez de raconter, c'est exactement mon histoire. Bon, je vais vous raconter la suite. Alors, effectivement, parentifiée très tôt, j'ai toujours voulu sauver les hommes de ma vie. Et c'est vrai qu'une fois, il m'est arrivé quelque chose, un homme que j'ai aimé passionnément, mais c'était pas parti pour, mais c'est vrai que on a fait connaissance, tout ça a matché, comme disent les jeunes maintenant. Et puis ça a tellement matché que je le maternais, que voilà, c'était super, c'était la lune de miel, c'était magnifique. Sauf qu'au bout d'un an, effectivement, un jour, je reçois un SMS. Je commençais à le sentir, ça. SMS, non, écoute, j'arrête, je peux pas quitter ma maison, je peux pas quitter ma mère, je peux pas. On avait, en gros, j'étais sur le sud de la France, on était à 20 minutes de route l'un de l'autre, quoi. Et bon, ça m'a permis après de faire le deuil par rapport à la distance géographique. Mais ça a été très dur pour moi. En plus, je veux dire, recevoir un SMS pour se faire la clé, c'est dur. Oui. C'est dur, mais ce que vous venez d'expliquer, c'est pour ça que j'ai la voix un peu prise, vient de m'expliquer effectivement ce que je n'avais pas compris. C'est que je pense que cette personne, je l'ai tellement dorloté, fait tout ce qu'il voulait et tout. Je crois que c'est ça, oui. Il a dû sentir qu'il avait perdu sa dignité et donc ça lui a déplu. Oui, vous étiez la preuve qu'à un moment donné, il avait besoin d'aide.
Oui. Et donc, il fallait que vous disparaissiez de sa vie pour qu'il retrouve sa dignité. C'est comme ça que vous l'interprétez. Oui, il était blessé dans son orgueil. Oui, alors en plus, voilà, oui, c'était un homme, on va dire, au niveau du travail, c'était quelqu'un qui avait un statut de chef, qui avait autre chose que moi. Alors que bon, voilà, hein, mais moi, c'est vrai, vous parliez tout à l'heure du clown, j'avais affaire à un clown triste, et moi, j'étais le clown joyeux, solaire, voilà, qui a fini par se faire vider de toute son énergie aussi, parce que c'est vrai qu'après la grande claque que j'ai pris, là, j'étais vraiment, mais alors, comment perdre des kilos? Eh ben, on se fait larguer, voilà. On perd 3 kilos en 15 jours. Parce que même le chocolat que j'adore n'avait plus de goût pour moi. C'est vous dire. Oui, alors là, c'est quelque chose que je peux comprendre. Ça. Si le chocolat, ça marche pas, c'est que... J'ai compris aussi que, en fait, parce que ça s'est passé avec toutes mes histoires d'amour, plus ou moins dans ma vie. Bon, j'espère que maintenant que j'ai compris, ça va aller mieux, mais j'ai peur. Oui. J'ai compris que, n'ayant pas été une enfant voulue, j'ai toujours cherché l'amour, à tout prix. Et j'ai compris que l'amour, c'est une drogue douce. Comme le chocolat. Mais ce que vous décrivez, justement, c'était pas de l'amour. Oui. C'était pas de l'amour, c'était de la reconnaissance, c'était du besoin. Ils avaient besoin de vous. Oui. Donc, il faut pas confondre. Hein. L'amour, c'est de rencontrer quelqu'un qui a bien sûr besoin de nous, mais nous, on a besoin de lui. Et puis, c'est quelque chose d'égalitaire. C'est ça, oui. Et on partage les joies, et puis on peut partager les peines, mais c'est des deux côtés. Il n'y en a pas un qui est sans arrêt en train de demander de l'aide, et l'autre qui est sans arrêt en train de donner de l'aide. Ça, c'est pas de l'amour. C'est une relation de soins. Oui. Et vous voyez, alors pour moi c'est un peu difficile, c'est pour ça que bon, je vis un peu, c'est pas retranché, mais bon, ce que je n'ai pas pu vivre jeune, je le vis maintenant, je suis seule, je vis seule avec ma chienne qui m'a sauvé la vie. Et je veux dire, je vis autrement. Mais elle n'a pas perdu sa dignité, tout va bien. Voilà, je vis pour moi, je suis à mon écoute et je ne m'implique plus comme ce que j'aurais fait avant. Voilà, alors des fois c'est un petit peu difficile pour moi, mais j'ai tout de suite le truc, quand je suis en relation avec quelqu'un, est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Voilà. Et là, oui ou non? Très bien. Voilà. Vous avez raison. Mais c'est vrai que, comme vous disiez, on fait les choses tellement inconsciemment. Et puis, il y a ce besoin d'amour, quoi. En plus, moi, je viens d'une famille où il n'y avait pas d'amour, où c'était vraiment dysfonctionnel, insécure. Donc, je suis devenue une dépendante affective. Oui, mais Elisa, je crois que ce qui est important dans ce que vous dites, j'ai envie de réagir quand même. Ce qui est important, c'est de ne pas confondre le besoin d'amour et le besoin de combler sa solitude, qui est un besoin tout à fait légitime. Tout à fait. Et je vais vous dire, moi maintenant, ma solitude, ce n'est pas quelque chose de subi, c'est quelque chose de choisi. Voilà, j'ai envie de sortir, je sors, je prends ma chienne, je vais faire des balades, je lis des bouquins, j'ai une autre vie. Et c'est vrai que je me sens mieux. Déjà, mais Elisa, vous savez que j'adore les chiens aussi, que j'ai pas de problème avec ça. Mais malgré tout, on va pas discuter philosophie avec sa chienne. Donc, on a aussi besoin de liens humains. Et je crois que c'est important de pas non plus passer d'un tout ou rien. C'est-à-dire on a besoin d'être en relation avec les gens, et puis de temps en temps on rencontre quelqu'un avec qui on peut avoir une relation charnelle, voilà. C'est important de bien comprendre que l'amour ça se rencontre parfois, mais c'est pas quelque chose qu'on trouve sous le pied d'un cheval, quoi. Ah oui, exactement. Ni sous le pied d'un chien. Je veux dire, voilà, dans le cadre de mon travail, je fais partie d'associations, tout ça, je rencontre des gens. C'est ça, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a toujours le petit côté un peu sauveur qui ressort. Bon, voilà, on essaye un peu d'aider. Mais je reste... De mon côté, je reste un peu sur la réserve. Voilà. Mais avoir envie d'aider, c'est une qualité, à condition évidemment de ne pas se sacrifier. Et c'est oui, parce que j'ai compris que aimer, c'est pas souffrir. Tout à fait. Voilà. Et par rapport au livre d'Hélène, moi j'ai aussi, ce qui m'a ouvert aussi les yeux, c'est un livre qui a déjà quelques années, qui s'appelle Ces femmes qui aiment trop.
de Robin Norwood, où j'ai compris que pour être heureuse en amour, il faut pas materner, il faut pas... Non, comme vous disiez, voilà, on se complète, mais on n'a pas l'emprise sur l'autre. Oui, et tout votre travail, et je crois qu'il est déjà largement entamé, c'est de passer de sauveur compulsif à aidant sain. Et un aidant sain, c'est quelqu'un qui a clarifié sa propension à être sauveur, c'est-à-dire qui a clarifié les raisons qui l'ont poussé à être sauveur, et vous l'avez très bien fait vous-même. Et à partir de là, il faut être vigilante et puis aider quand les gens vous le demandent, et puis proposer, mais sûrement pas imposer. Merci beaucoup Elisa, on va faire une petite pause, on va laisser la place aux infos et puis on vous donnera la parole tout de suite après. 0826 300 300. Est-ce que vous avez envie de comprendre comment sortir de ce rôle de sauveur? C'est Hélène Vecchiali qui pourrait vous répondre. Et puis la petite devinette, elle n'a rien à voir avec le féminisme. Pourquoi est-ce si stupide de parler d'égalité des sexes? La réponse après les infos. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est en compagnie d'Hélène Vecchiali qui nous propose de nous aider à cesser d'être des sauveurs à tout prix, de rester sauveurs sains, c'est-à-dire aider l'autre quand il a besoin de nous, mais pas le prendre sous perfusion continuellement ou sur notre dos, comme vous dites Hélène Vecchiali. En tout cas, c'est ce livre qui vient de sortir, La tragédie des sauveurs, qui est un peu le fil rouge de l'émission aujourd'hui. C'est aux éditions Marabout et comme ça, vous pouvez même faire le test, vous saurez où vous en êtes. Avant de donner la parole à Mickaël, je veux la réponse à ma devinette. Pourquoi est-ce stupide de parler d'égalité des sexes? Vous savez pas, hein? Non. Parce qu'il y a jamais deux pénis qui ont la même longueur. Donc pourquoi parler de l'égalité des sexes? Je vous avais dit que ça n'avait rien à voir avec le féminisme. Oui, c'est normal que je trouve jamais. Bonjour Mickaël. Bonjour, je ris encore de votre blague. Bonjour Hélène. Bonjour Mickaël. C'était bien trouvé, celle-là, j'avoue. Eh oui, parce évidemment, on pense toujours à autre chose. C'est ça le but, pour faire rire. Bon, alors vous êtes sauveur aussi, vous, Mickaël? Alors, je l'ai été pendant très très longtemps. Aujourd'hui, je dirais, j'en ai pris conscience et du coup, ça va mieux. Bon, ça c'est bien. Voilà. Qu'est-ce qui vous a permis de prendre conscience que vous étiez un peu trop sauveur? Du travail sur moi. En fait, j'ai rencontré un copain qui était, qui travaillait beaucoup dans le développement personnel, et en fait, il m'a beaucoup aidé. En fait, à prendre conscience de ce que je faisais, et en fait, en faisant des différents électrochocs à certains moments. Et c'est là que j'ai compris que j'étais vraiment dans ce syndrome-là. Et là, depuis, c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, je vais sur mes 47 ans, mais ça fait, on va dire, 5-6 ans que j'en ai vraiment pris conscience. Voilà, avant, je passais mon temps toujours à vouloir aider les autres, et ça depuis que je suis ado. Voilà, j'ai toujours d'abord les autres avant moi-même, jusqu'à ce que je comprenne, et c'est du coup lui qui m'a fait un peu comprendre que j'étais la personne la plus importante de ma vie. Et du coup... Oui. Et qu'est-ce que vous avez compris pourquoi vous étiez comme ça, un peu sauveur? Enfin, beaucoup même. Alors, avant, j'ai vraiment du plaisir à aider les gens sans rien attendre en retour. Ça, c'est vraiment un plaisir que j'ai. Mais le problème, c'est ce que vous me disiez juste avant, faut pas prendre les gens sur notre dos. Et c'est ce que je faisais tout le temps. En fait, dès qu'il fallait aider quelqu'un, j'étais le premier à y aller et je m'oubliais. Et pour vous raconter une petite histoire, alors ça, j'avais 22-23 ans. Et en fait, j'avais ma meilleure amie, en fait, qui était un peu en bisbille avec son copain à l'époque. Et juste à ce moment-là, en fait, elle ne savait pas elle pensait qu'elle était enceinte, mais elle n'était pas sûre, parce que du coup, elle n'avait pas fait de test. Et là, je parle de ça, du coup, il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Oui. Donc c'est très compliqué. Et comme je ne sais pas si elle allait rester avec son copain ou pas, je dirais, j'appréciais tellement cette fille. J'étais prête à reprendre le bébé, en fait, à le reconnaître pour le pouvoir qu'elle puisse continuer tranquillement sa vie. Et c'est vraiment aujourd'hui, quand j'en reparle, je dis mais comment j'ai pu imaginer un truc pareil? Et ça me fait drôle. Et à l'époque, j'étais à fond là-dedans. Et la raison, vous avez compris les raisons pour lesquelles vous aviez cette propension à sauver? Non. Sincèrement, non. Qu'est-ce que vous diriez quand vous étiez petit? Est-ce que, et je dis avant l'adolescence, puisque vous avez parlé du départ de l'adolescence, avant l'adolescence,
Quand vous étiez petit, est-ce que vous avez pu être dans l'obligation ou dans le plaisir d'aider votre père, votre mère, votre frère, votre sœur, vos grands-parents? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes senti dans la nécessité d'être utile? Non, du tout. Non, du tout. J'ai toujours fait par plaisir. Oui, d'accord, mais vous avez fait par plaisir. Qu'est-ce que vous avez fait par plaisir pour aider vos parents? Rien de spécial. Mes parents, rien de spécial. Par contre, plus dans chez les voisins ou les étrangers ou les gens que je pouvais côtoyer. À la maison, je dirais, mes parents s'occupaient de tout, enfin, quelque chose de quand j'étais ado. Après, donc, il y avait l'école, tout ça, mais c'était plus envers les autres membres pas les membres de ma famille, plutôt les gens extérieurs. D'accord. Et vous avez des frères et sœurs? J'ai 2 sœurs. D'accord. Et elles aident aussi comme ça ou non? Je dirais, elles ont le cœur sur la main toutes les deux, mais pas au point où moi je l'avais. Et dans la fratrie, vous êtes le numéro combien? Je suis le premier. Vous êtes le premier. Grand, ouais. Et il y a beaucoup d'écart entre votre deuxième, le deuxième? 3 ans. 3 ans et 5 ans avec ma petite sœur. D'accord. Et peut-être que vous vous êtes senti dans le besoin d'aider votre maman à faire grandir vos petites sœurs? Alors j'ai pas eu cette impression-là à l'époque. Je dirais aujourd'hui peut-être. À l'époque, mon père il y avait que mon père qui travaillait, ma mère ne travaillait pas à l'époque. Donc il y avait peut-être cette difficulté financière, même si voilà, on n'a jamais manqué de rien. Après, je sais pas, c'est ce qui me vient comme ça à l'idée en fait quand vous me parlez de ça. C'est est-ce que j'ai pas voulu justement essayer de compenser peut-être par rapport au le fait que les fins de mois étaient peut-être un peu justes à ce moment-là. Je sais pas, c'est vraiment. Et ça rendait votre mère triste de pas pouvoir, de savoir que les fins de mois étaient difficiles. C'était difficile pour elle, c'était douloureux pour elle. Alors elle l'a jamais fait ressentir directement. Maintenant voilà, je sais que quand on allait faire les courses, il fallait toujours faire attention à tout. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'on ne pouvait pas se permettre d'acheter des bonbons comme on voulait, parce que voilà, ça bien cher. Sûr, oui. Voilà. Oui, il est possible que vous ayez été très dans la relation à votre mère et que vous ayez comme ça senti ce besoin de materner tout le monde. Enfin bon, c'est une hypothèse. De toute façon, il y a que vous qui avez la réponse. C'est pas moi qui vais vous la donner. Ouais. C'est vrai que je suis très très proche de ma mère. Bon, j'adore mes 2 parents. J'ai aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que je suis peut-être plus proche de ma mère que de mon père. Oui. Même si voilà, je dirais je les aime autant l'un que l'autre. Oui, voilà, bien sûr, oui, c'est pas une histoire d'amour, mais voilà. Peut-être vous avez eu envie de plus la soutenir parce que vous sentiez que c'était un peu lourd pour elle. Peut-être, oui, peut-être bien. Et du coup, on se construit comme ça une sorte de faux self dès l'enfance. Et après, il faut du temps pour s'en libérer et pour apprendre que d'abord on s'occupe de soi et on s'occupe des autres après. D'autant que vous avez dû le remarquer, Michael, puisque vous êtes quelqu'un qui a toujours eu envie d'aider les autres. Ceux qu'on aide, c'est souvent des gens qui finissent par abuser de nous parce que justement ils sont des sauvés en puissance. Ouais. C'est exactement ça. Jusqu'au jour où on se rend compte. Alors là, pour le coup, j'ai le cas avec mes anciennes petites voisines. Là. Ouais. En fait, elle était vraiment quelqu'un de très renfermé sur soi, aucune estime de soi, vraiment aucune. Se trouvait moche, incapable, patati patata. Et donc j'ai passé plus de 2 ans, je dirais, à essayer de lui remonter le moral. Oui. Voilà, c'est ça. Ouais. Et lui montrer autre chose et qu'elle était capable de faire les choses. Et elle n'a jamais écouté. Par contre, dès qu'elle avait besoin, elle venait me voir. Par contre, tout ce que je disais de faire, elle ne le mettait jamais. C'est la bonne victime dans toute sa splendeur. Oui. Il ne peut y avoir de sauveur compulsif que s'il y a des victimes compulsives. Et quand vous parliez de vous aimer vous-même, et dans mon livre, je parle de passer de sauveur compulsif à aidant sain. Et je raconte plusieurs histoires à ce sujet, mais il y en a une qui parle à tout le monde. C'est l'histoire de l'hôtesse de l'air. C'est-à-dire quand on est dans un avion, l'hôtesse, lorsque tout le monde est installé, donne les consignes de sécurité et elle explique qu'en cas de dépressurisation de l'appareil, des masques à oxygène tombent. Et elle dit, vous mettez le masque de cette façon, etc. Et si vous avez des enfants à côté de vous, vous mettez d'abord le masque vous-même et ensuite seulement vous le mettez à l'enfant. Et je crois que ça, c'est une métaphore qui est parlante pour les sauveurs. C'est-à-dire, on doit d'abord
prendre soin de soi. Et si on a bien pris soin de soi, on saura aider les autres à la juste mesure, au juste niveau. C'est vrai. Voilà, ce qui veut dire que quand on sert le dessert à des invités, on prend d'abord sa part et puis on donne après. Je plaisante, hein. Si c'est du chocolat, on a le droit. Ah oui, d'accord. Alors si c'est Hélène Vecchiali qui nous donne le droit, avec ce livre qu'elle vient de sortir, on a le droit. Hein. Bon, allez, un peu d'humour de temps en temps, ça fait du bien. Merci Mickaël, en tout cas. Merci Mickaël. Merci de cet échange. On fait une petite pause et puis on continue dans un instant avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai. Oh, arrête de dire... 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Hélène Vecchiali, nous parlons des sauveurs qui seraient donc un besoin ardent d'être aimé, mais est-ce qu'on peut être aimé sans sauver l'autre Oui. Hélène Vecchiali, oui, rassurez-nous. Oui. On est avec Chris maintenant. Bonjour Chris. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Chris. Bien, je vous écoute depuis 14 heures, donc c'est fort intéressant ce que j'apprends et ce que je sais aussi. Alors moi c'est un petit peu différent, je suis quelqu'un qui a toujours été très aimé par mes parents. D'ailleurs ma mère disait que j'étais un enfant de l'amour, par mes grands-mères, par les femmes de ma vie, parce que j'ai eu beaucoup de relations. Et il y a 20 ans, j'ai croisé la route d'une femme qui était avec un homme et qui m'a raconté son histoire. Alors je suis quelqu'un qui suis très à l'écoute, sans a priori et sans jugement non plus. En fait, tout au moins j'essaie de l'être. Et donc elle m'a raconté son histoire de femme battue. Voilà. Donc elle était battue, et je me suis positionné en sauveur malgré moi, puisque je l'ai beaucoup écouté, ce qui fait de moi, je pense, un bon client comme sauveur. Et elle s'est retrouvée, alors là, c'était pas tout à fait comme quelqu'un de sauvé, mais comme quelqu'un de victime, parce qu'il y avait un bourreau. Oui. Et jusqu'à présent, dans l'émission, j'ai pas trop entendu parler de cette trilogie, parce que pour qu'il y ait quelqu'un de sauvé, parfois, il faut qu'il y ait des victimes. Et pour qu'il y ait des victimes, il faut qu'il y ait un bourreau. Non, justement, c'est pas... Alors, on en reparlera. Oui, on en reparlera. Et donc, cette personne, bien évidemment, ça a suivi une relation amoureuse avec elle. Et très vite, petit à petit, cette personne a beaucoup changé. C'est-à-dire que j'ai fini par être battu moi-même, par elle. Et je me suis retrouvé, moi, en position de victime. Voilà un peu le schéma. L'histoire qui m'est arrivée, le schéma qui m'est arrivé à 20 ans. Ceci étant dit, moi je pense pas être un sauveur pathologique parce que j'aime bien être à l'écoute des gens, j'aime bien aider, donc je me retrouve souvent dans des positions où j'écoute. Oui, dans ce que vous racontez, je pense qu'en effet vous n'êtes pas un sauveur dans l'âme, mais ce que vous racontez sur cette femme, oui, là on est face à quelqu'un qui était certainement assez pervers, oui. Oui, c'est sûr que c'est une problème. Je reviens juste sur ce que vous disiez. En fait, il y a un concept qui s'appelle le triangle dramatique de Karpman. C'est un monsieur qui a étudié les rôles psychologiques, donc sauveur, victime et persécuteur. Moi, je mets 3 lignes dans mon livre là-dessus, parce que quand on parle de sauveur, on est tout de suite amené au triangle de Karpman. Mon livre parle que de 2 personnes, le sauveur et le sauvé, et il n'y a pas de bourreau dans mon histoire, parce que ce que je veux raconter, ce que je veux essayer de faire comprendre, c'est ces duos-là, c'est-à-dire quelqu'un qui va pas bien, sans bourreau, c'est quelqu'un qui a été licencié, c'est quelqu'un qui a eu une maladie ou qui fait une dépression ou qui a été quitté, qui divorce ou qui a un enfant qui va mal. Donc là, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de persécuteur, il y a juste une personne qui est en souffrance et le sauvé qui va arriver avec le sauveur qui va arriver, avec sa cape de super-héros et qui va apporter de l'aide. Voilà. Pour ce qui vous concerne, je me questionne quand vous dites j'ai été beaucoup aimée, j'en doute pas du tout, mais qu'est-ce qui fait que... Je le suis encore, hein. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui a pu faire? Je veux dire, il y a une petite faille quelque part en vous qui a pu vous faire être battu. C'est énorme comme situation. Donc ça veut dire qu'il y avait une toute petite faille certainement qu'elle a perçue et dans laquelle elle s'est engouffrée. Donc moi, je vous inviterai à réfléchir à cette petite faille-là. J'y réfléchis beaucoup.
Et bon, j'ai pu trouver des solutions et des clés par rapport à ça, hein, bien sûr. Mais voilà, mais aujourd'hui, moi, je vais très bien. Je suis toujours dans des positions d'écoute comme ça par rapport à. Mais vous êtes à ce moment d'ailleurs. Vous êtes resté combien de temps dans cette situation où elle vous battait, où elle vous faisait du mal? J'y suis resté trop longtemps parce que d'abord j'étais chez moi, c'était ma maison, donc je pouvais pas partir. C'est difficile. Puis vous pouviez la mettre dehors. Eh ben oui, mais c'était très compliqué parce qu'elle n'avait elle n'avait nulle part où aller, donc il y avait aussi un sentiment de culpabilité. Vous étiez marié ou pas? Non, pas du tout. Non, donc à partir de ce moment-là, vous pouvez mettre quelqu'un dehors assez facilement, sauf si en effet on se sent coupable de la mettre dehors. Oui, bien sûr. Mais oui, voilà. Mais c'est là où il faut toujours se rappeler qu'on est la personne la plus importante pour soi et qu'à partir du moment où l'autre personne ne nous respecte pas et nous fait du mal, eh bien tous les coups sont permis. Hein. Je suis désolée de dire ça de manière un peu dure, mais mais moi aujourd'hui, de toute façon, moi je suis clair et droit dans mes bottes. Ça fait voilà, j'ai une autre relation. Mais ça veut dire qu'Hélène a raison. Il y a certainement une petite faille chez vous qui vous a permis de supporter une situation qui n'était pas supportable. Ah, mais ça, je n'en doute pas. Oui, bien sûr. Alors laquelle est, je ne sais pas. Il faut que ça, c'est à moi de la trouver, mais aujourd'hui je suis dans une relation amoureuse qui est un peu de relation de personne d'âme sœur, et ça va très bien. Hein. Ah ben c'est bien ça. J'ai pas de... Ah oui, moi je vais très très bien par rapport à ce que je suis aujourd'hui. Hein. C'est simplement que je voulais raconter un peu ce témoignage que j'avais vécu il y a quelques années en arrière. D'autant plus que cette personne a un enfant de moi et qu'elle me l'a kidnappé depuis 7 ans. Voilà. Donc ça va loin, quoi. Ah oui, donc vous êtes quand même restés suffisamment longtemps ensemble pour oui, c'est énorme. C'est énorme. Oui, mais là... Et malgré ce que je pouvais faire, hein, parce que j'allais voir les gendarmes, ça c'est compliqué. C'est une personne qui a fait de l'hôpital psychiatrique, parce qu'après, bon, voilà, ça va loin quand même, hein, dans le schéma. Hein. Vous étiez sous emprise, voilà. Alors, pour utiliser un mot à la mode. Exactement. Maintenant, je voulais pas le dire, mais j'étais sous emprise. Oui, mais en plus, si vous aviez un enfant, ça explique un peu mieux pourquoi vous la mettiez pas dehors comme ça. Oui, mais j'aurais pu le faire avant, parce que je le savais. Avant de faire un enfant, j'aurais pu. Je suis allé jusqu'au bout de la chose, parce que forcément, je me trouvais dans une position où je me disais, mais si elle est malade, je ne peux pas la mettre dehors. Vous comprenez, c'est complexe après dans le chemin. Après, il s'en est suivi. J'ai fait un an et demi de psychothérapie quand même. Hein. Oui, mais là, si vous étiez sans doute sous emprise de quelqu'un d'un peu pervers et qui a su vous manipuler de manière assez je pense, efficace. Je suis arrivé à cette conclusion. Hein. Conclusion. Mais aujourd'hui, je suis encore dans cette position de sauveur à sauver, avec des gens, des amis qui m'appellent pour voilà. Mais ça ne me dérange pas, moi. Pas forcément mon conjoint, mais des personnes que je peux aider, que je peux écouter, voilà, à qui je peux faire du bien, quoi. Oui. Mais c'est une position qui me va bien, hein, ça va. Oui, mais vous allez bien, vous, de toute façon. Ah, moi je vais bien, oui. Bon, c'est le plus important, ça. oui, moi je vais très bien. Hein, non, mais je veux dire, faut aussi entendre que quand on va bien, on aime bien faire du bien autour de soi et que c'est pas forcément. Exactement. J'ai un peu ça, quoi. Je tends la main, on va dire. J'ai le côté, parce qu'en plus, comme j'écoute souvent vos émissions, je suis hyper sensible. Bon, donc j'ai ce côté bienveillant, ce côté un peu, voilà, l'empathie, l'écoute. C'est précieux, ça. Oui, j'aime bien ça, quoi. Puis, si j'ai bien compris, vous avez été dans votre enfance entouré de femmes, donc ça a dû développer votre part féminine, comme disent certains. Ah ben, exactement. J'ai une part féminine qui est très développée et que j'assume. Hein. Voilà, je suis assez extraverti et donc. Ah oui, j'assume complètement qui je suis, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais encore une fois, on peut être tout à fait viril et avoir une part féminine importante. Hein. Je dis ça pas pour vous, je dis ça pour ceux qui nous écoutent. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais, en tout un chacun, je pense qu'il y a une part de masculinité et de féminité différente, plus ou moins développée ou plus ou moins assumée.
moi j'assume complètement ce que je suis et qui je suis. Voilà. Parce que je réfléchis beaucoup sur ce que je suis, comment évoluer, comment avancer dans cette société, quoi. Oui. Et au travers des autres aussi, et par rapport aux autres. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup, Chris. Merci Chris. Merci à vous. On va faire une petite pause et on va se retrouver pour le Love Conseil. Quelle est la meilleure heure pour faire l'amour? À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Hélène Vecchiali, quelle est la meilleure heure pour faire l'amour? Ne comptez pas sur moi pour vous la donner, cette heure, parce que ça dépend du biorhythme de chacun et de chacune. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui se réveillent très en forme et qui ont donc tendance à vouloir avoir une relation le matin, mais c'est vrai que les femmes ne sont pas toujours partantes. Alors, je rappelle que cette forme, elle est assez normale puisque le taux de cortisol augmente et provoque une élévation de 30% du taux de testostérone. Donc, c'est assez normal qu'il y ait une érection le matin. Mais quelle est la meilleure heure pour faire l'amour? Normalement, c'est l'heure à laquelle les deux partenaires se retrouvent et sont heureux de se retrouver. Alors, les enquêtes prouvent que c'est aux alentours de 22 heures, parce que chacun connaît une certaine longueur voluptueuse qui serait propice au câlin. Seulement, ce qu'il faut pas oublier, c'est que s'il y a des journées de travail, des journées de labeur, bien la fatigue peut prendre le pas sur la sexualité. Donc, attention à ça. D'autant que faire l'amour après manger, c'est pas extraordinaire non plus, parce que la digestion s'ajoute à la fatigue et ne rend pas spécialement apte à la volupté et à la sensualité. Alors ça peut rendre des ébats un peu laborieux, sans compter que parfois à la télévision ça abrutit aussi les esprits. Voilà, donc je pense que ce serait pas mal de temps en temps que les couples parlent de ça et qu'ils trouvent peut-être un moment plus propice pour faire l'amour que forcément au moment où ils vont se coucher. C'est pas si évident, même si la plupart des gens en effet font l'amour à ce moment-là. Bon, je note. Eh bien voilà, il faut noter, et évidemment c'est toujours pareil, on ne cesse de le répéter, il faut communiquer pour pouvoir bien niquer. Hélène Vecchiali, on va revenir sur la tragédie des sauveurs, le titre de votre livre aux éditions Marabout, avec Nathalie qui a choisi une profession de sauveuse. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Oui, écoutez, moi je vous appelle, donc j'ai 54 ans, je suis infirmière. Ah oui. Donc le rôle de sauveur, c'est l'histoire de ma vie. Ça a commencé très petite. J'étais une petite fille qui récupérait des animaux sauvages blessés dans la colline, qui les soignait, qui les ramenait à la maison. J'ai toujours eu ce côté-là de sauveuse pour tout le monde en fait, pour la terre entière. Et ça viendrait d'où à l'origine de l'origine si... Je sais pas. Vous ne savez pas? Dans votre famille, comment ça se passait avec votre père, votre mère, votre fratrie? Ma sœur a 3 ans de plus que moi, elle est complètement différente. C'est de la petite fille modèle. Voilà, moi j'étais un petit peu le garçon manqué, toujours dans la campagne. J'avais un grand-père que j'adorais qui était pompier, donc je passais des heures à la caserne de pompier avec lui, à simuler des blessés, à le soigner. J'avais une adoration pour mon grand-père. Un grand-père sauveur. Oui, certainement. Parce oui, un pompier, oui. Manquait énormément et j'avais des parents ensuite à l'adolescence qui avaient des problèmes de couple. J'ai même essayé de sauver leur couple alors que moi j'étais une petite fille de 12 ans. C'était pas votre rôle, oui. En essayant de dire des choses à ma maman pour qu'elle réalise mais en fait c'était leur vie. J'ai toujours eu ce rôle-là, alors que ma sœur était complètement différente et dans sa vie d'enfant et puis évidemment, c'était une évidence pour moi de devenir infirmière et donc je suis infirmière, je suis en arrêt de travail. Alors je ne vais pas vous raconter dans mes relations évidemment, j'ai eu ce rôle de sauveuse avec les hommes que j'ai aimés. Je me suis perdue, évidemment, parce que c'est trop lourd au bout d'un moment et puis j'ai envie de vous dire que les gens en fait ont tendance à vous. Quand moi j'étais épuisée, en fait, c'est là que on m'abandonnait.
Mais oui. Au moment où moi j'avais le plus besoin qu'on m'aide, il n'y avait plus personne. La dernière relation, c'était un pervers narcissique manipulateur, donc ça a été très 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 compliqué. Je m'en suis sauvée par une psychothérapie et elle m'a aidé à partir. Cette psychologue m'a fait comprendre que je pouvais pas le sauver et que et que vous étiez en danger. Oui, complètement. Oui, j'ai même porté plainte. Donc, le constat, c'est maintenant qu'en fait, j'ai 54 ans, je suis en arrêt de travail depuis 6 mois, en burn-out. Cette relation a laissé des traces. Mon métier ne m'intéresse plus. Je ne veux plus avoir ce rôle. Je ne veux plus être infirmière. C'est tellement difficile. Vous faites un métier difficile, de toute façon. Et si en plus vous traversez des moments difficiles dans votre vie intime, ça fait beaucoup. Oui, mais je comprends. Enfin, le fait de parler de tragédie du sauveur, c'est vraiment là que moi j'en suis au point de me dire où je ne veux plus que ma famille m'appelle ou les gens me posent des questions sur leur bilan sanguin, sur avoir ce rôle de sauver tout le monde parce que vous êtes un soignant, parce que vous êtes en empathie. Je ne veux plus de relations avec les hommes. Ça fait 1 an et demi que je suis seule et je ne veux plus rencontrer personne parce que j'ai peur d'encore de retomber dans ce schéma de personnes qui vont avoir des casseroles, comme on dit, parce que tout le monde en a. Et moi, mais Nathalie, je pense que enfin, c'est ce que j'ai envie de vous dire là déjà dans un premier temps. Il me semble que la petite fille qui sauve tous les animaux, qui est en admiration devant son grand-père qui est pompier, quelque part, elle s'est dévouée beaucoup trop à des causes qui laissent à penser que sans doute une hypersensibilité fait que vous vous sentiez un petit peu pas comprise et c'est peut-être déjà à la source là qu'il faudrait que vous remontiez pour comprendre que au fond vous avez peut-être pas été suffisamment sécurisé, si je puis dire, affectivement pour que vous puissiez ensuite faire votre travail sans en faire plus que ce que nécessaire. Oui, et dans tout ce que vous dites, énorme, je le sais. Dans tout ce que vous dites, moi je dirais que heureusement vous êtes à une étape qui est bien sûr très douloureuse et très difficile, mais qui est une étape où vous êtes en train de vous sauver. Parce que cette prise de conscience, aussi terrible soit-elle, elle est salutaire pour vous. C'est-à-dire tout d'un coup, vous dites stop, je veux plus être sauveuse. Alors, je ne sais pas si vous vous faites accompagner encore. Oui. D'accord. Oui. Voilà, mais c'est l'étape. Aussi parce que c'est pour la première fois de ma vie, mais j'en avais besoin. Puis il faut comprendre aussi qu'à l'âge de 28 ans, j'ai développé une maladie auto-immune, une polyarthrite qui m'handicape à l'heure d'aujourd'hui et qui me fait souffrir et qui c'est quelque chose aussi que j'aimerais pouvoir que les personnes qui m'aiment en fait ou que ce soit la famille ou les compagnons puissent comprendre que moi j'essaye de me sauver de ça tous les jours avec des souffrances et puis on ne développe pas ce genre de pathologie pour rien non plus. C'est un combat contre moi, je le sais très bien et je peux plus. Au bout d'un moment, on peut plus avoir ce rôle de sauveur et les épaules. Et après, ce que j'avais envie de dire, c'est aussi un paradoxe parce que quand on est soignant, puis moi, souvent on me dit, mais toi, tu es comme ça, toi, tu es faible, toi, tu es comme ça. Quand on me voit, je suis une femme très grande, assez charmante, battante, qui s'est toujours battue dans la vie. Et personne ne peut comprendre qu'on puisse être arrivé dans cette tragédie de se mettre dans des états pareils pour essayer de sauver l'autre alors que... Oui, mais Nathalie, j'entends ce que vous dites et c'est le sentiment que vous avez. Mais si vous avez donné cette image de quelqu'un de fort qui est toujours fort, c'est pas étonnant que les autres ne voient que ça, vous voyez. Je crois qu'il faut aussi comprendre que montrer sa vulnérabilité, montrer ses failles, ça fait partie aussi de la vraie belle relation qu'on doit avoir avec les autres. Sinon, en effet, on passe pour une superwoman et on laisse pas aux autres la possibilité de
de deviner notre fragilité. Oui, bien sûr. Il faut un peu de gratitude envers soi-même, un peu de douceur mais après, moi, ma question, c'était, comment on peut sortir de cet état-là de sauveuse et de. Vous en êtes sortie. Vous en êtes sorti, sauf que pour le moment, votre environnement continue à avoir l'image de super-héroïne et que c'est compliqué, mais vous en êtes sorti, vous êtes en train de vous en sortir définitivement, et petit à petit, même sans parler, les autres vont comprendre que vous avez changé, et à partir de là, le tri va se faire. C'est-à-dire tous ceux qui ont juste besoin de puiser dans votre énergie et de sucer votre moelle épinière, ils vont s'éloigner parce qu'ils vont se rendre compte que vous êtes toujours capable de le faire, mais que vous êtes aussi capable de vous occuper de vous et puis de montrer vos fragilités. Et puis en revanche, tous ceux qui vont dire t'es une personne que j'aimais bien ton côté sauveuse, mais finalement si t'as besoin d'aide, je suis là, ceux-là ils resteront avec vous. Le tri va se faire. Vous êtes certainement à un moment de votre vie, un moment de bascule où vous allez vous rapprocher de vous-même, être vraiment vous-même, et plus avoir besoin de jouer un rôle pour être aimé, mais être vous. Et puis, votre entourage va s'adapter petit à petit. Puisque vous êtes infirmière, je vais prendre l'exemple de la maladie. Vous étiez malade, vous êtes en train de guérir, mais vous savez très bien qu'entre le moment où on découvre quel est son mal et le moment où on est guéri, il y a une convalescence. Et vous êtes en convalescence en ce moment. Exactement. Ouais. Voyez ? Et je pense que la meilleure des choses, je sais pas, c'est peut-être d'arrêter de ce métier. Ça, vous verrez, c'est pas le moment de prendre cette décision. Prenez le temps de vous occuper de vous, de vous poser. Il faut, vous savez, Nathalie, il faut beaucoup de temps entre le moment où on était et le moment où on devient. C'est un temps qui est. Alors, on peut pas donner le nombre de mois qu'il vous faut, mais c'est un temps qui est long et on perd pas de temps à prendre le temps. Oui, on en gagne. Oui. Et puis vous accouchez de vous-même, et un accouchement c'est douloureux, donc il faut passer par ça, mais vous êtes en bon chemin. Les gens ne comprennent pas, mais ça fait 1 an et demi que tu n'as pas de compagnon, tu es toute seule, tu es une belle femme. Non, mais j'ai besoin de. Je suis bien toute seule. Et voilà, et c'est votre choix, et c'est à prendre ou à laisser, point. Et puis il faut arriver à se mettre des limites, à se dire voilà, je peux pas sauver quelle que soit la personne que je vais rencontrer, elle aura des choses à me dire, et comme moi, mais je pense qu'il faut garder une distance en amour. Voilà, sans être égoïste, chose que je ne saurais jamais faire, mais on peut pas sauver l'autre, et on peut pas. Ce rôle, c'est trop. Mais vous avez compris, vous serez plus la sauveuse pathologique. C'est fini, ça c'est vraiment fini. Soyez rassurés. Après, vous allez retrouver tout doucement vos marques, et il est fort probable d'ailleurs que le prochain sera peut-être pas encore tout à fait le bon. Vous allez faire des essais, et puis finalement. Vous allez vous trouver petit à petit. Mais vous savez, la découverte de soi et ce cheminement vers soi, ça prend toute sa vie. Il y a des étapes. Mais vous avez traversé une première étape fondamentale. Ah oui. Puis c'est surtout, il faut s'enlever la culpabilité. Moi, quand on a ce rôle comme ça de sauveuse, et moi, dans toutes mes relations, je me suis dit, mais avec tout ce que j'ai fait pour l'aider, que ce soit les 2 dernières grosses relations, pourquoi il me quitte alors que j'ai tout fait pour sauver, pour m'occuper de lui, ses enfants, et ça c'est difficile en fait quand d'enlever cette culpabilité. Finalement, je suis abandonnée alors que j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Vous pouvez l'écrire en 3 mots ou en 2. J'ai J', plus loin T-O-U-T, plus loin F-A-I-T, et puis j'ai tout fait, J' du verbe étouffer. J'étouffe. Et j'étouffe. Donc oui, vous vous êtes oublié et vous n'avez pas obtenu ce que vous escomptiez, c'est-à-dire ce besoin ardent d'être aimé. Ben oui, parce que on l'obtient pas. Et attention à cette culpabilité qui, là, en l'occurrence, dans celle que vous racontez, c'est pas vraiment de la culpabilité. C'est une sorte de
pour l'instant de voile que vous mettez devant d'autres choses que vous n'avez pas envie ou que vous ne pouvez pas encore voir, parce que on n'est jamais, enfin je veux dire, on n'est pas là vous n'étiez pas coupable puisque vous avez tout fait, donc vous pouvez pas être coupable. Vous voyez bien que ce terme n'a pas de sens. Non, mais je peux comprendre qu'on puisse se sentir coupable pendant quelque temps. Après, à rebours, non mais coupable que l'autre nous quitte alors qu'on a tout fait pour lui, ça n'a pas de sens, Nathalie. Donc, voyez bien que votre culpabilité, elle vous sert à vous donner l'impression d'avoir un rôle, mais non, vous êtes coupable de rien. Être coupable parce que vous n'en avez pas assez fait? Vous êtes dit, j'aurais dû en faire plus, peut-être il ne serait pas parti? Alors, au début, oui, d'une ancienne relation, oui, je me sentais coupable comme ça. La dernière, avec le pervers, je me suis sentie coupable, moi, de pas m'être protégée. Ça, je ne suis pas sentie coupable de n'avoir rien fait pour lui, parce que j'ai fait ce que je devais faire. Non, mais vous étiez la belle victime pour que vous tombiez dans ses griffes. Donc maintenant vous allez jusqu'à jouer sur ma pathologie, à me dire mais c'est pas vrai, t'as pas de polyarthrite, c'est dans ta tête, tu fais du cinéma. Un pervers quoi. Sur mon... Oui. Et ça, c'est compliqué, hein, ce type. Et puis tout ce que je faisais, bien sûr, quand on est une sauveuse, je vais t'aider à ta maison, je vais faire ton ménage, tu travailles beaucoup. J'étais la victime, lui, qui aidait tout le monde, qui travaillait beaucoup, donc il fallait l'aider. Et tout ce que je faisais, c'était mal. Et puis après c'était trop. Mais t'es pas ma mère, t'es pas là pour ça. Un vrai pervers. Le plus difficile, une des choses les plus difficiles quand on a quitté un pervers narcissique, c'est d'arriver à se pardonner d'avoir été dans cette histoire et de s'être laissé manipuler, malmener. Donc se pardonner de ça, c'est très très dur. En effet. Merci beaucoup Nathalie. Merci Nathalie. Et bon courage. On va faire une petite pause, on va conclure avec Sophie. Est-ce que c'est les malheurs de Sophie la sauveuse? On le saura dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Et pour tous ceux qui n'ont peut-être pas encore eu la réponse, qui se posent la question comment cesser d'être un sauveur pathologique, je vous conseille vraiment le livre de Hélène Vecchiali, c'est aux éditions Marabout, La tragédie des sauveurs ou le besoin ardent d'être aimé. Pour ceux qui nous regardent par exemple sur YouTube, je montre cette jolie couverture et alors vraiment Hélène est parfaite parce qu'elle est venue habillée en vert comme le titre de son livre. Je suis raccord. Vert à la couleur de l'espoir. Oui. Donc on peut tous se sauver, d'être sauveur. Oui, c'est un livre pour sauver les sauveurs, effectivement. Voilà. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Sophie. C'est exactement ce que je pensais. On va vous sauver, oui. Sauver les sauveurs, exactement la même chose. Allez-y. Hélène vous écoute. Voilà, moi je me prétendais, entre guillemets, un sauveur de certaines personnes, notamment ma sœur qui était alcoolique, bien plus âgée que moi. J'ai passé 20 ans à essayer de la sauver. Et non, bien évidemment, si elle ne veut pas s'en sortir, elle, qu'est-ce que je pourrais faire moi, quoi. Oui, tout à fait, oui. J'ai compris ça, déjà... j'ai accepté le fait que je ne pourrais pas la sauver et tant pis, c'est comme ça. Et ensuite, mon ex-compagnon qui... c'est un alcoolique plus mondain, on va dire, par rapport à son travail ou le week-end. Là, j'ai dit, il y a eu du changement. Quand j'étais avec lui, il buvait beaucoup moins, mais quand j'étais pas là, il plongeait. Donc, voilà. Donc... ça a eu un impact dans le sens où je me suis séparée parce que derrière l'alcoolisme, il y avait des cachotteries, des choses comme ça, quoi. Donc c'est plus qu'un alcoolique mondain dans ce que vous dites. Oui. Après c'était la semaine aussi. Oui, tout à fait. Mais ça démarre comme ça au départ, quoi. Oui. Mais voilà. Alors j'ai dit c'est bon. Je sauverai personne. Je vais déjà me sauver moi-même. Déjà, bonne idée. Dit, bonne idée. C'est pour ça que ça me faisait penser à ce que vous disiez, sauver les sauveurs. Je vais me sauver moi, justement. Vous aviez fait, j'imagine, le lien entre votre sœur et cet homme que vous rencontrez et qui est alcoolique. Alors,
Je sais pas, parce que ma sœur, c'est un autre cas de figure, c'est un sentiment différent. Là, j'ai dit c'est un sentiment amoureux. Bien sûr que je vais y arriver, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Sauf que non. Après, c'était des sentiments différents, mais finalement, le résultat est le même, parce que j'ai compris qu'on ne sauve personne si la personne ne veut pas elle-même se sauver, quoi. Bravo, parce que c'est une évidence quand on le sait, mais c'est aussi accepter son impuissance, à un moment donné. Oui. Ouais, mais oui, en fait, j'ai dit comment on peut se recentrer sur soi et déjà se sauver soi-même, d'avoir une vie que l'on souhaite au mieux, et essayer de pas justement devenir une victime par rapport à tout ça, quoi. Moi, je pense à moi. Des fois, je me dis c'est très égoïste, mais finalement, non. Non. À un moment, il faut être égoïste pour se sauver soi-même, quoi. Il faut prendre ce temps d'être égoïste, de repérer nos blessures, de les cicatriser, et puis après de devenir un aidant sain, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, mais pas pour se sacrifier pour l'autre, quoi. C'est moi d'abord et l'autre après, et c'est vrai que c'est pas dans notre culture. Alors, j'ai une autre petite anecdote où j'avais une super amie, où j'ai une super amie à moi. On se voit pas parce que la géographie fait qu'on est loin, mais cette personne-là a eu une période difficile, et avec elle, j'ai pu lui dire, écoute, moi, je fais tout pour sortir la tête de l'eau. J'y suis arrivée, je vais bien. Toi, tu vas pas bien. Je m'enfoncerai pas avec toi. Je lui ai dit, moi, je te donne des clés. Voilà, moi, je pense que ça, c'est pas top. Tu devrais faire ça comme ça. C'est que mon avis. Maintenant, t'en fais ce que tu veux. Et elle m'a dit, bon, mais je suis pas prête à faire ce que tu me dis. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Je suis pas prête. Et j'ai dit, écoute, pendant un moment, on va pas se voir parce que moi, je veux pas se foirer. Et on s'est pas vu pendant un moment. Et on s'est revu quand elle allait bien. Et ça, c'est de l'amitié pure, je trouve. Oui, effectivement, oui. Oui, mais bravo, parce que c'est courageux. C'est pas si fréquent d'entendre quelqu'un capable de dire ça à une de ses meilleures amies, parce que vous risquiez de la perdre. Oui. Si elle avait eu envie de se poser en victime absolue, elle vous aurait rayé de son carnet d'adresses. Oui. Mais c'est une personne intelligente qui a bien compris ma démarche, et elle avait tout compris, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive de faire une chose comme ça. Et je le regrette pas parce que notre derrière c'était plus beau, quoi. Oui, mais oui, parce que vous avez été sincère avec elle, parce qu'à un moment donné, ça ne sert à rien d'écouter quelqu'un qui se plaint à longueur de journée. De toute façon, soit elle a envie de s'en sortir et puis elle va s'en sortir, soit elle va rester victime à vie. Voilà, c'est pour ça que moi je disais j'ai des clés. Que je sais pas, je te donne quelques clés et après tu ouvres les portes que tu veux, c'est ton choix. Moi je suis pas là pour te dire tout ça là, tu fermes ça là, etc. Mais nickel que j'ai pu garder cette relation amicale. Les autres, j'ai le malheur d'être un peu trop franche et pas toujours pédagogue, et donc les autres personnes à qui j'ai été plus pareil, en ne les considérant pas comme des victimes, en disant ouais c'est bon, voilà, pardonnez-moi le truc, mais je leur parle plus, enfin, elles ne me parlent plus, ça ne leur convient pas. C'est certain que quand on évolue, quand on est plus clair avec soi, quand on est plus aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, il y a un tri qui se fait dans son entourage. Il y a un tri, c'est évident. Alors c'est un petit peu douloureux, mais bon, on sait que ce qui reste, c'est des bonnes amitiés. Ouais, c'est très douloureux parce que je suis pas très jeune et j'ai plus de 50 ans. Et je me dis, mais comment on peut se fâcher comme ça là, enfin, bon, bref. Moi, je suis prête à entendre ce qui va pas. Après, c'est sûr, il y a peut-être des formes pour le dire, je l'entends. Mais oui, on peut nous dire des choses et puis après on en fait ce qu'on veut. Non, mais la seule chose, Sophie, c'est si vous êtes un petit peu violente avec quelqu'un, si vous dites des choses un petit peu difficiles parce que vous êtes un peu énervé ou etc., ça peut arriver. Si vous êtes capable de vous excuser après, c'est pas grave. Si vous avez face à vous quelqu'un qui est capable d'entendre et de comprendre que vous vous excusez, vous allez pas vous fâcher. Si quelqu'un se fâche parce que vous lui avez dit quelque chose qu'il a pas envie d'entendre, c'est que c'est pas vraiment une relation qui est saine. Et puis voilà tout. Exactement. C'est ce que je me suis dit. J'ai dit bon, écoute, tu es pas d'accord avec moi. On n'est pas du tout, t'entends pas ce que je veux dire. Enfin, en gros, je schématise, mais la personne ne voulait pas entendre ma version et puis n'a plus voulu me parler. Bon,
qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ça m'a été douloureux pour moi les premiers mois, et après, la vie continue, et comme je vous dis, je me réaligne avec moi-même, et basta, quoi. C'est une évolution très courageuse et très saine. Mais là où, vous savez, Sophie, là où vous avez quand même assez raison, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'entendre des choses et qui préfèrent rompre plutôt que d'entendre une vérité qu'ils ne sont pas prêts à entendre. Bon, après, chacun fait ce qu'il peut, ce qu'il veut. Enfin, moi, je crois qu'on n'a pas de leçons à donner à qui que ce soit. On n'a pas de jugement à avoir par rapport à ça. On sait soi-même combien c'est compliqué de se regarder dans un miroir et d'aller gratter où ça fait mal. Évidemment. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me sauve moi-même, et ça va très bien. Il y a déjà du boulot de se sauver soi-même, Sophie. Hein. C'est déjà un sacré boulot. Et ça prend plus d'une vie, alors. Sauvons-nous déjà. J'aimerais bien avoir plusieurs pour pouvoir... oui, on est d'accord, ça prend plus d'une vie. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Sophie. Et ravie de terminer sur un témoignage assez positif. Oui. Merci, Hélène Vecchialis. Ça s'appelle La tragédie des sauveurs. C'est aux éditions Marabout. Demain, grande question. On se la pose avec Christian Jamin, gynécologue. Est-ce que le point G existe? On aura la réponse peut-être demain à 16h. Merci Brigitte. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.